Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir, les titres. L'ADER FJ lance le fonds rose pour soutenir les femmes entrepreneurs atteintes de cancer et les accompagner dans le cadre de la réalisation de leur projet. La polémique autour d'une prétendue dette cachée auquel les autorités ont fait recours continue d'enfler. Réaction également des citoyens qui estiment que l'État du Sénégal ne devrait pas dissimuler cette information. Selon eux, les autorités devraient donc rendre public cette dette estimée à 650 millions de dollars. Dans cette édition également, nous allons parler de l'acte 4 de la décentralisation. L'acte 4 de la décentralisation qui ne rassure pas. Le maire de Porokhane, Abdoulaye Mbaye, estime que malgré les insuffisances de l'acte 3 de la décentralisation, l'acte 4 également présente des insuffisances. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. La délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes lance le fonds rose. Objectif, soutenir les femmes entrepreneurs atteintes de maladies atteintes du cancer. Selon la déléguée générale, il s'agit également d'un soutien financier pour permettre à ces femmes en rémission ou même atteintes de ces maladies de pouvoir continuer leurs activités. Aïssatou Mbod qui estime que le secteur privé également a été impliqué dans le cadre de ces financements. Elisabeth Grastine et Mafalfal. Le Fonds Rose, dont l'idée est née lors de la Marche Rose d'octobre 2025, est une initiative destinée à protéger les acquis économiques des femmes entrepreneurs touchées par le cancer. Face au cancer, la conviction est la même. Chaque jour gagné sur la détection est une vie que l'on protège. C'est dans cet esprit qu'est né le Fonds Rose, un dispositif intégré. On vous l'a présenté tout à l'heure, conçu, mais un dispositif dynamique. Nous attendons vos inputs. Conçu pour une seule mission, permettre aux femmes atteintes ou en rémission du cancer de ne pas perdre en même temps que leur santé ce qu'elles ont mis des années à construire. Le secteur privé a aussi participé au Fonds Rose. L'objectif est de mobiliser 1 milliard de francs CFA pour soutenir les femmes atteintes de cancer. Plus de 110 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour soutenir les projets des femmes et des jeunes, selon les statistiques de l'ADER FJ. 4 bénéficiaires sur 5 de l'ADER FJ. DER nag boo xoolee ci ñu muy gunge juróomi nit yoo jël ñeent yi ay jigéen lañ tollu nañ ci 81% ci suñu bénéficiaires yi gunge nañ ci réew mi yëpp lu tollu ci 238 649 ci ay projets mobilisé itam lu tollu ci téeméer ak fukk milliards ci suñu koppar. 110 milliards de francs CFA mobilisés. De l'aide financière, le projet prévoit l'installation de coins roses dans chaque antenne départementale de la DER FJ. Ces espaces de proximité serviront de lieu d'information et d'orientation afin que les entrepreneurs ne se sentent plus jamais seuls face au diagnostic. Women Investment Club fête ses 10 ans d'existence et pour cela la structure entend donc mobiliser au fond de 20 milliards de francs CFA pour financer l'entrepreneuriat féminin au Sénégal. Women's Invest Club qui se dit satisfait des résultats obtenus durant ces 10 années d'existence et entend également poursuivre ses efforts pour renforcer davantage le pouvoir des femmes. Je vous propose de suivre les explications d'Astou Dia. Il est la présidente du Women Investment Club. Il est ici au micro de Barasson.
D'un mouvement qui a démarré en 2016 pour accompagner l'entrepreneuriat féminin. Il y a eu de grandes avancées. On est très fiers de ces avancées-là et des contributions du WIC au développement de championnes nationales et régionales. Par contre, il y a encore beaucoup de travail à faire et on le sait et on continue l'aventure avec nos membres, avec nos investisseurs et avec nos partenaires pour l'écosystème sénégalais et bien au-delà. Alors bien sûr, le WIC est construit autour d'un triptyque. Il y a une association qui mobilise de l'épargne et des fonds auprès de membres, des femmes qui ont envie d'accompagner et d'investir dans d'autres entrepreneurs femmes. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est notre fonds d'investissement. C'est un fonds d'investissement. On a eu un premier fonds d'investissement qui a pu mobiliser 3 milliards de francs CFA et investir dans 10 entreprises au Sénégal et en Côte d'Ivoire. On est aujourd'hui en train de mobiliser un deuxième fonds de 20 milliards de francs CFA pour pouvoir justement apporter notre contribution et combler ce gap lorsqu'il s'agit de financement pour l'entrepreneuriat féminin. Ce qu'on espère, c'est pouvoir clôturer ce fonds-là d'ici l'année prochaine et pouvoir déployer et investir dans une vingtaine d'entreprises au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Du coup, on a vraiment une approche généraliste dans le sens où on ne privilégie pas des secteurs en particulier. Par contre, on se rend compte bien sûr que les types d'entreprises qu'on recherche, comme je le dis, on cherche à développer des championnes régionales, sont beaucoup dans le secteur de l'agro-industrie. On est aussi dans l'industrie lourde, on est dans les services. Donc aujourd'hui, le WIC regarde et a un pipeline qui est assez diversifié. L'essentiel pour nous, c'est de pouvoir vraiment accompagner la mise à l'échelle de nos entrepreneurs. Et donc de pouvoir travailler avec des entreprises pour qu'elles passent d'un chiffre d'affaires de par exemple 100 millions à 1 milliard dans la durée de l'investissement qu'on va faire avec elles. Pour nous, vraiment, l'AI, toutes ces évolutions technologiques, donc pour nous, c'est vraiment plutôt un levier et une opportunité de toucher un public encore plus large et d'équiper les entrepreneurs avec des outils qui vont leur permettre de passer à l'échelle et de pouvoir faire grandir leurs entreprises. Le Sénégal a-t-il donc dissimulé l'emprunt de 650 millions d'euros l'année dernière? Certains citoyens estiment que les autorités ont failli dans le cadre de la communication. Ils ne devaient pas ne pas communiquer sur cette affaire, mais pour d'autres, il s'agit tout bonnement d'une campagne de diabolisation orchestrée par les Occidentaux après le vote de la loi qui a donc durci les actes de contre-nature. Ces derniers estiment toutefois que les autorités doivent veiller davantage à sa communication. C'est un sujet de Ndeyali Fall et de Moussa. La polémique autour de cet emprunt non divulgué du gouvernement sénégalais continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Pour certains, cette dette est une véritable surprise au regard des déclarations du nouveau régime sur l'existence d'une dette cachée sous l'ancien régime du président Macky Sall. Non, là, on se sent un petit peu dessus, quoi. C'est ce qu'on n'attendait pas, quoi. Lorsque j'ai entendu dire que même le Premier ministre, il disait que vraiment il y avait une dette cachée envers les autres. Mais si à ce moment-là, on entend ce genre de trucs-là, vraiment, on se sent un petit peu dessus, quoi. C'est quelque chose que je n'attendais pas, en fait. Mais pour ce père de famille, ce supposé emprunt non divulgué n'existe pas. Selon lui, il s'agirait plutôt d'une manœuvre de sabotage orchestrée par les Occidentaux en réaction à la loi votée contre l'homosexualité. À cause peut-être du vote de la loi sur l'homosexualité et le refus de suivre les recommandations de la FMI, ils vont mettre tous les moyens, en tout cas, à leur disposition pour essayer de déstabiliser le gouvernement actuel. Donc c'est au peuple sénégalais d'être derrière le gouvernement pour les soutenir. Ce conducteur de moto Jakarta ne trouve pas d'inconvénient à cet emprunt. Toutefois, il estime que le gouvernement n'aurait pas dû le dissimuler. On doit expliquer les gens pour que tout le monde soit comprendre. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compréhensible, surtout à travers de la politique sénégalaise. Le dette ne devrait pas cacher. Il devrait nous expliquer avec les arguments convaincants, et des preuves précises et des motifs qu'il a tout ça. Chacun a son point de vue, mais moi je pars à ma connaissance. Selon des révélations de la presse anglaise publiées récemment, le Sénégal aurait contracté de manière confidentielle près de 650 millions d'euros d'emprunts en 2025 afin d'éviter un défaut de paiement. Ndeyali Fall, restons toujours dans le cadre de cet emprunt de 650 millions d'euros, soit 450 milliards de francs CFA par le gouvernement du Sénégal. Le professeur Ramad Ndiaye ne veut pas parler de dette cachée
mais retient que l'opinion n'a pas été suffisamment informée. Il explique que le TRS, System Return Swap, est un investissement que les gouvernements utilisent en désespoir de cause. L'enseignant à la faculté de sciences économiques estime également que les conditions fixées aux États sont très difficiles. Non seulement il faut des garanties, mais également les taux d'intérêt sont très élevés. Professeur Ahmad Ndiaye, économiste enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et Jean par Alassane Samba Diop. Caché, je n'irai pas jusque-là, mais je dirais tout simplement que nous n'avons pas été informés comme il se doit. Donc, le gouvernement n'a pas divulgué l'information, c'est ça le problème. Le TRS, c'est un instrument spécial que les États utilisent vraiment en désespoir de cause. Lorsque un État est vraiment coincé, qu'il ne trouve pas de moyens et qu'il a besoin d'argent, il va s'adresser à ces banques internationales-là. Mais ça, c'est vraiment des opérations qui se dénouent avec des conditions très très difficiles, parce que non seulement vous devez donner des garanties, c'est pas comme la dette que vous contractez au niveau de l'UEMOA-TIT, vous n'avez aucune garantie à donner, vous venez et puis vous donnez une obligation. Mais ici, dans le cas des TRS, l'État doit donner une garantie pour recevoir les euros. C'est-à-dire que concrètement, l'État a donné des obligations. Donc ces obligations servent de garantie. C'est-à-dire, si l'État fait défaut sur cette dette-là, il perd ses obligations. Et le problème aussi, c'est que c'est des taux d'intérêt très élevés, parce que vous allez non seulement payer les taux d'intérêt sur les obligations que vous donnez, mais aussi il y a un autre taux d'intérêt que vous payez pour l'accord swap. Il y a un autre taux d'intérêt, ce qui fait que c'est un taux d'intérêt qui est très élevé. Alors, mais c'est un instrument à risque. C'est pour ça qu'on le fait. Ça comporte beaucoup de risques. Parce que si il y a un contrat qu'on signe, il y a un contrat avec beaucoup de clauses. Malheureusement, le gouvernement n'a pas jusqu'à présent divulgué le contrat pour qu'on sache exactement quels sont les taux d'intérêt, quelle est la maturité. Bon, maintenant on sait que c'est jusqu'en 2028. Mais quelles sont les garanties que le gouvernement a données? On parle dans le milieu, on dit que le gouvernement a donné 150% de garantie. C'est-à-dire que là où on demande, par exemple, 650 millions, le gouvernement a donné peut-être 1 milliard de garantie. Alors, donc, il y a tout ça, donc il faut qu'on jette un coup d'œil sur ça. Parlons tout à fait d'autres choses. C'est pour parler bien sûr de l'acte 4 de la décentralisation, alors que le gouvernement sénégalais peaufine ses contours. La grogne monte chez les élus locaux, à l'image du maire de la commune de Porokhane. Selon lui, cette réforme est certes ambitieuse dans la forme, mais insuffisante dans le fond. Et il estime que plusieurs manquements sont à signaler, non seulement les moyens financiers plafonnés à seulement 1% des recettes de l'État et le déficit de considération par le statut de l'élu. Les guildes fustigent un recul démocratique face aux modèles sous-régionaux. C'est Koudialo Assoumbaye. L'acte 4, oui, mais pas à n'importe quel prix. Pour Alassane Baye, maire de Porokhane, le texte actuel rate sa cible sur la question cruciale de la viabilité des communes. Il refuse l'idée qu'une petite surface géographique ou une faible démographie condamne une collectivité à l'inefficacité. Le vrai problème, selon lui, réside dans le portefeuille de l'État. Et je le rappelle que ce n'est pas qu'une commune est une petite commune sur le point de vue démographique ou bien sur le point de vue de surface, que cette commune ne peut pas être viable. Pour la viabilité des communes, il faudrait que les autorités croient à la décentralisation. Parce que quand on alloue 1% des recettes de l'État à la décentralisation, je crois qu'on ne prend pas la décentralisation au sérieux. Autre point de friction, le projet de fusion des communes. Une option perçue comme un recul par l'Association des maires du Sénégal. Alassane Baye préconise plutôt de s'appuyer sur l'intercommunalité pour régler les conflits de limites territoriales sans rayer des localités de la carte. Moi je dis que le fait de diminuer le nombre de communes, c'est un recul par rapport à la décentralisation. Il faut conserver les communes et essayer de corriger les anomalies. Enfin, c'est les statuts de l'élu qui cristallisent les colères entre l'absence de passeport diplomatique pour négocier des partenariats à l'étranger et le manque de reconnaissance officielle sur le terrain. Le maire de Porokhane
ne décolèrent pas. Aujourd'hui, la coopération décentralisée est un maillon essentiel pour relever les défis économiques et financiers des collectivités territoriales. Mais si un maire ne peut même pas disposer d'un passeport diplomatique pour se rendre à l'extérieur, pour pouvoir négocier avec des partenaires pour le renforcement financier et technique des collectivités territoriales, je crois que là, il y a un problème. Nous lançons aussi un appel par rapport à la dotation en Macron des maires. Un appel du pied direct au gouvernement pour que l'élu local retrouve sa dignité et les outils nécessaires à sa mission de développement. Sékou Diallo et puis à Louga, c'est tout à fait autre chose qui s'y déroule. Il s'agit bien sûr donc de 166 jeunes qui ont été donc formés dans différents métiers, le maraîchage, l'agriculture ou même l'élevage. Ces derniers ont eu un financement ou un accompagnement de 100 000 francs CFA pour les plus méritants, une initiative portée par l'État du Sénégal, mais également en partenariat avec FAPAL, c'est la Fédération des associations paysannes de Louga. L'objectif est de promouvoir l'insertion des jeunes et également renforcer le secteur agricole. Voici les explications de Mor Sornalo, il est chef d'antenne de la zone nord, et Ibrahim Diop, chargé des programmes et projets de la FAPAL. Ils sont ici au micro de Mamadou Ndiaïba. Accompagner les jeunes davantage pour que ces jeunes-là puissent avoir des revenus décents et durables dans leurs activités. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a financé les jeunes de la FAPAL, qui sont au nombre de 416 jeunes qui ont été financés et formés. Aujourd'hui, on s'est réunis pour effectivement procéder à la clôture de la formation et profiter de l'occasion pour en tout cas primer les plus méritants, c'est-à-dire que les jeunes qui se sont distingués à travers leurs activités et ces jeunes-là sont primés, histoire de un peu encourager les autres jeunes à faire comme eux et pouvoir en tout cas gagner leur vie à partir de leurs activités. Et donc aujourd'hui, c'est une occasion pour nous aussi de sensibiliser les jeunes pour qu'ils puissent en tout cas travailler davantage pour mériter en tout cas le choix que nous avons porté en eux. Parce que la formation était donc dans le domaine technique, donc comment faire l'agriculture ou bien comment faire le maraîchage, comment faire l'embouche ovine, bovine ou caprine. Ensuite, comment commercialiser, comment suivre donc sur le plan sanitaire. Donc, en tout cas, il y a un ensemble de modules qui ont été déroulés et ces modules-là ont permis à certains jeunes, en tout cas, de pratiquer donc au niveau terrain. Hambourg, l'université Iba Der Thiam de Thiès, en collaboration avec le consortium OPT MVAC et l'OMS, travaille sur la mise sur pied d'un vaccin antipaludien. L'objectif est d'éradiquer donc le paludisme d'ici 2030, une dynamique encourageante alors que la morbidité et la mortalité liées à cette maladie est déjà en baisse au Sénégal. Je vous propose donc de suivre ce compte rendu signé Muntaga Kane Mamoudouba. C'est à l'occasion de la réunion annuelle du consortium OPT-MVAC qui regroupe 14 pays que l'université Iba Der Thiam réaffirme son rôle de pilier dans la recherche. Elle pilote actuellement les travaux visant à accélérer la mise au point d'un vaccin contre le paludisme. Le vaccin donc arrive à son heure puisque nous sommes dans une dynamique d'élimination du paludisme d'ici à l'horizon 2030, conformément aux directives de la stratégie technique mondiale de l'Organisation mondiale de la santé et de nos différents plans stratégiques nationaux. Il a fait savoir que le Sénégal a fait des pas de géant dans la lutte contre le paludisme. Le Sénégal a fait des progrès significatifs donc concernant cette lutte contre le paludisme, puisque selon les données donc de 2024 et 2025, nous sommes passés d'une morbidité de près de 23 cas par 1000 habitants à une morbidité d'environ 12 cas par 1000 habitants. Et la mortalité également a considérablement baissé, puisqu'elle est passée de 314 décès en 2024 à moins de 200 décès en 2025. Au-delà de la formation, l'université entend pleinement jouer sa mission d'innovation scientifique et apporter des solutions concrètes aux défis de santé publique auxquels les Sénégalais sont confrontés.
Alors, les universités en général ont pour mission d'enseigner, de former, de faire de la recherche, mais aussi de l'innovation, mais également de résoudre les problématiques des sociétés. Donc, le service à la société est important. Et donc, l'Université Iba Der Thiam de Thiès, à travers l'UFR des sciences de la santé, est un hub important de lutte contre le paludisme, mais également d'autres maladies au Sénégal, mais également dans la sous-région. Aux côtés de l'université, des partenaires techniques tels que l'OMVS TDR interviennent sur plusieurs axes afin de renforcer la couverture sanitaire. Une synergie d'action qui nourrit l'espoir d'une élimination durable du paludisme au Sénégal. Mountaga Kane, merci, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.